merci d'être ici, d'être toutes et tous présents à ce café littéraire, le café littéraire Les Indisciples d'une femme, en présence de l'écrivaine Charline Effa, qui est juste là, et qu'on applaudit très très fort. Qui nous vient aujourd'hui, enfin elle nous vient tout droit de Paris, là, sans escale, avec sa petite Abigail. Coucou Abigail. Voilà. Merci beaucoup d'être venue, Abigail. Donc, voilà, ce sera vraiment sans plus de cérémonie. Je ne vais pas tourner de midi à 14h. Je vous remercie, vous, le public. L'événement est organisé par une structure qui s'appelle la Scène littéraire. C'est une association qui œuvre pour la promotion des écrivains africains et afrodescendants engagés. Donc la Scène littéraire a un certain nombre d'activités dont le plus important, en fait, l'activité la plus centrale, c'est la remise d'un prix. Agnès, tu m'arrêtes hein, si jamais. La remise d'un prix, un prix littéraire qui s'appelle le prix Les Afriques, et qu'on remet en fait à un écrivain ou à une écrivaine qui d'une certaine manière a marqué par son écriture et par l'engagement de son œuvre. Il y a tout un processus qui dure plus d'une année. Merci toujours à ceux qui font partie du comité de lecture, dont plusieurs membres sont là d'ailleurs, et ensuite au jury qui décide par la suite du gagnant. Je ne sais pas d'autre ce que je peux ajouter. Il y a en fait, vous pouvez retrouver ces documents, ces brochures, juste à l'entrée là-bas. C'est à propos de l'écrivain Mongo-Betty, qui a beaucoup, qui a encouragé la création de cette structure qui a d'ailleurs été créée par madame ici présente, Agnès Bazin. Elle déteste faire ça, mais bon, c'est toujours notre petite lutte un peu, mais je ne m'en empêche jamais, je ne me prive pas de faire ça. Ce que je voulais faire, alors je vais regarder L'homme n'est rien, la femme n'est rien sans ses notes. Voilà. Pardon. Donc, je vais regarder dans mes notes pour voir un peu comment j'ai structuré la chose, parce qu'il y a une structure, c'est très étrange, mais je vous jure qu'il y a une structure. Donc, elle n'est pas convaincue. Alors, aujourd'hui, justement, on va parler des œuvres de Charline Effa, qui sera présentée par Agnès. Je vais d'abord te laisser la parole pour que tu le fasses. Ça te va? Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu, de vous être déplacé en plein salon de l'auto. Voilà, d'accorder un peu de temps à la littérature, parce que la littérature est une très mauvaise concurrente de quelque événement que ce soit, c'est toujours la perdante, hein. Mais voilà, vous êtes là, donc on est content. Elle a gagné aujourd'hui. Voilà. En premier lieu, j'aimerais remercier Ariane qui vient de me passer la parole. Tout ce qui est fait aujourd'hui, parce qu'elle va essayer de dire que j'ai fait quoi que ce soit, je n'ai rien fait du tout, je viens juste m'asseoir là. Tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est elle qui a organisé. Et depuis 4 ans, elle porte cette association. Elle organise tout. Hein. Voilà, pour moi, je ne sais pas comment dire ça, ça a été une belle surprise. Ma rencontre avec Ariane, que j'ai rencontrée au Salon du Livre à Genève. Grâce à Mongo-Betty. Grâce à Mongo-Betty, parce que c'est une fervente admiratrice, en fait, de l'écrivain camerounais Mongo-Betty, moi aussi. Donc voilà, comment on s'est rencontrés, c'est aussi simple que ça. Donc elle fait du bon travail. Je ne sais pas si j'aurais tenu dans cette association avec tout le boulot que j'ai à faire à côté avec mon activité professionnelle si Ariane n'était pas là. Donc voilà. Des applaudissements pour Ariane. J'espère que voilà, ça va continuer. Donc on est là aujourd'hui. Non, il y a aussi d'autres membres de la scène littéraire qui sont dans la salle. Ce serait vraiment injuste de ne pas parler d'eux. Voilà. Estelle, voilà.
voilà, qui fait partie du comité de lecture, même comme cette année avec l'excès de travail qu'elle a, elle nous a un peu faussé compagnie, elle reviendra l'année prochaine. On a fait beaucoup de belles choses avec elle cette année, parmi lesquelles la résidence littéraire qu'on a organisée avec Baraka Sakine au Cameroun. Voilà, donc merci beaucoup Estelle d'être là. Sophie, du comité de lecture également. Donc Sophie, avec tous les autres membres du comité de lecture, est chargée de faire la présélection des livres qui vont concourir en fait pour le prix Les Afriques dont Ariane vient de parler. Donc c'est environ 12, 14, 15 livres à lire en quelques mois, desquels on tirera 5 livres qu'on présentera au jury. Donc voilà, c'est beaucoup de travail et c'est des gens à qui je veux rendre hommage aujourd'hui parce que c'est du travail bénévole. C'est des gens qui ne reçoivent absolument rien, qui font ça pour l'amour de la littérature, voilà, et pour faire avancer l'association. Donc merci Sophie. Florence, voilà. Donc, il fait le même travail que Sophie dans le comité de lecture, voilà, on travaille ensemble. Carole, voilà. Voilà, donc, et tous les autres que j'ai oubliés. Voilà. Voilà. Sans plus tarder, donc, voilà, on va recevoir Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Voilà, bienvenue chez nous. On a un seul micro, c'est ça? On doit se débrouiller avec un micro. On va gérer, voilà. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire une toute petite présentation vu qu'on n'a qu'un seul micro. Tu me coupes, hein, avec la main, les yeux, tout ce que tu veux. C'est une bêtise. Voilà. Donc Charlie Nefa, c'est naissance en 1977. En Suisse, on dit 77. 1977 à Minvoul, c'est une ville située au nord du Gabon, en Afrique centrale. Père avocat, ça me parle. Mère institutrice. Vous passez votre enfance à Libreville, dans une famille de 4 enfants dont vous êtes l'aîné. Malheureusement. Les responsabilités. Hein. Baccalauréat de l'enseignement secondaire à Libreville. Bac A, comme on dit en Afrique. Au Cameroun, on dit Bac A. Bac A1, littéraire. Littéraire, philosophie et oui, littéraire. Littéraire. Je ne sais pas si c'est encore ça. C'est encore ça maintenant. Alors, licence, puis maîtrise de lettres modernes. C'est quoi moderne? C'est l'ensemble de la littérature française et littérature africaine avec les théories de la critique littéraire, de la linguistique, un peu tout ça. Alors quand on dit lettres modernes, ça englobe la littérature enfin mondiale ou bien c'est uniquement les lettres françaises? Alors c'était plutôt axé sur la littérature française en effet. Et puis on avait à partir de la 3e année, de l'année de licence, l'option de faire de la littérature africaine et surtout de la critique littéraire africaine. Moi, je m'étais spécialisée dans la critique littéraire africaine et c'est même comme ça que je découvre les œuvres de Calix Béala. Et je commence à travailler sur ces œuvres parce que je suis une féministe assumée. Et je voulais travailler sur des textes aussi d'une femme dans laquelle j'entrevoyais une grande part de féminisme. D'accord. Alors, doctorat, justement, en lettres modernes françaises. Donc, je devrais dire docteur Charlie Nefa, pardon. Désormais, je vais mettre le titre qui te sied. Voilà. Voilà, donc doctorat en lettres, le thème de la thèse. L'espace et le temps dans l'œuvre de Calix Béala. D'accord. L'espace et le temps. Oui. D'accord. Alors, j'ai vu côté hobby, je ne sais pas si c'est des hobbies, hein, que vous étiez également parolière, auteur-compositeur. Vous vous intéressez donc à la chanson? Ou bien ça se fait... Oui, en fait, je suis née dans une famille où c'est vrai que mon père est avocat, mon grand-père était un ancien pasteur, institut aussi. Mais en parallèle, je me souviens dans la maison familiale, celle de mon grand-père, il y avait un piano qui trônait dans le salon. Donc, il jouait du piano. Mon père lui-même aussi joue à plusieurs instruments. Mes frères aussi. Donc, on
on pratique plus ou moins de la musique à la maison, dans la famille. Et ça fait partie de mes hobbies, c'est-à-dire que j'écris des paroles pour des amis qui chantent, j'écris des textes, mais je ne me définis pas comme chanteuse, non. Mais si tu écris pour des gens, c'est plus qu'un hobby, hein, non? Oui, semi-professionnel. Oui, parce qu'il me faut toujours écrire. J'ai besoin d'écrire pour me sentir bien. Alors, j'ai vu aussi que vous aviez fait des infidélités aux lettres en obtenant un master en ressources humaines. C'est quoi les ressources humaines? C'est gérer. Voilà, les ressources humaines, c'est la gestion des salariés d'une entreprise. Alors, pourquoi j'ai fait ce master en gestion des ressources humaines? Lorsque j'obtiens mon bac, j'opte pour un BTS. Parce que je voulais terminer mes études rapidement et bosser et m'occuper de ma famille. On est l'aîné de la famille, donc je ne pensais pas pouvoir faire une thèse. Je n'envisageais pas cela. Et je veux m'inscrire à l'Institut de gestion pour passer un concours. À l'époque, au Gabon, il n'y avait qu'un seul institut de gestion. Et pour obtenir ce concours, il fallait qu'on monte son soutien-gorge à la hiérarchie de cet institut. Et comme je n'ai pas voulu le faire, je n'ai pas eu le concours. Et c'est comme ça que mon plan B a été de m'inscrire en fac de lettres modernes. Je me suis inscrite dans cette fac. Et lorsque j'obtiens ma maîtrise et que j'obtiens une bourse pour aller étudier à Lille, le projet de travailler toujours dans le secteur privé revient. Je me dis, je vais faire un master en gestion des ressources humaines. C'est comme ça que, tout en poursuivant ma thèse, je m'inscris dans une école de commerce que je vais financer moi-même et j'obtiens ce master en gestion des ressources humaines. J'arrête mes études un moment, je vais au Gabon, je travaille dans les assurances. Je suis embauchée pendant un moment et on me resserre l'histoire du soutien-gorge. Et je me dis finalement, je vais repartir en France, je vais soutenir ma thèse et puis je verrai si je dois travailler dans le monde de l'enseignement. Donc cette infidélité aujourd'hui m'a servi, hein, parce que je suis gestionnaire de mon entreprise, j'ai un organisme de formation. Et donc finalement, avec ça, j'ai pu apprendre à gérer les salariés. Je suis quand même responsable de 12 salariés, ce qui n'est pas évident quand on doit écrire, gérer son entreprise et s'occuper de son enfant. Voilà. Donc en quelque sorte, si je comprends bien, les lettres, c'était le plan B. Oui. On a failli te rater, c'est ça? Oui, et pourtant j'étais très douée, mais je ne voulais pas enseigner, je ne voulais pas l'enseignement. Et il arrive que la vie nous amène dans des détours. Finalement, ces détours-là sont utiles en fait. J'ai travaillé dans les assurances. Aujourd'hui, je suis dans l'enseignement, dans la formation professionnelle continue et je prends du plaisir à travailler là-dedans. Donc, quelque part, il faut peut-être remercier les adeptes de soutien-gorge. Ils ont fait notre bonheur, hein, quelque part. Voilà, on en vient à l'écriture. Donc, j'ai vu que vous écrivez depuis votre plus tendre enfance. Très jeune, vous avez notamment écrit une nouvelle, La prière du maquisard, qui a été primée à un concours de littérature, hein, Jeunesse internationale. Le nom me parle, le titre, Maquisard, je suis camerounaise. Voilà, dis-moi. La prière du petit maquisard, c'est une petite nouvelle, je pense que j'avais 20 ans lorsque je l'ai écrite, qui retraçait l'histoire d'un enfant qui vivait tranquille dans son village avec ses parents. Et pas loin de son village se tenaient des affrontements. La ville était en feu, était en sang. Et l'enfant a été enlevé dans son village, a été enrôlé comme enfant soldat. Et donc, après une longue journée de combat, le petit se retire dans un coin et il se met à prier. D'où l'intitulé La prière du petit maquisard. J'avais 20 ans, mais qu'est-ce que j'avais kiffé cette nouvelle. Alors, maquisard,
Alors, c'est en rapport avec soldats, donc? Oui, c'est un rapport avec soldats, c'est un rapport avec cet endroit dans lequel il se retrouvait comme un petit maquis pour se cacher des autres. C'est un peu en référence à l'histoire du Cameroun, ou bien c'est un pur hasard, une coïncidence? C'est peut-être une coïncidence heureuse. Inconscient. Tout à fait. Voilà. Aussi, lauréate d'un concours de poésie pour une émission qui s'appelait Le Cœur et la Plume, diffusée sur Africa numéro 1. Africa numéro 1 qu'on remercie d'ailleurs, ici la scène littéraire, pour la collaboration qu'ils ont accepté de faire avec nous, pour la présentation des livres. Alors, le titre du poème, c'était Eldorado. De quoi parlait ce poème? Ça parlait d'amour. Le Cœur et la Plume, c'était une émission où lui qui lisait dans laquelle on envoyait les textes. C'était plutôt des lettres d'amour que des jeunes écrivains, des écrivains en herbe, envoyaient et qui étaient lus à l'antenne tous les jours. Tous les jours étaient lus 3 lettres. Et à la fin de la semaine, il y avait 3 gamins. Oui, j'avais envoyé une lettre d'amour à l'époque. C'était aussi à l'époque où je découvrais l'amour. Quel âge? Ça pas indiscret. C'était à la même période que j'avais écrit La pluie et le petit maquisard. Non, j'avais 20 ans. Quel bel âge. 22 ans, 20 ans. C'était ma première belle histoire d'amour. Voilà, on va arriver à ta bibliographie plus récente. Un recueil de nouvelles paru en 2012. Oui. Tu n'étais pas la seule à écrire, il me semble. Là, vous étiez un... Nous étions un collectif de 10 romancières gabonaises. Et voilà, oui, c'était en 2012. Les Lyres de Logoué. Oui, les Lyres de Logoué. Et ta nouvelle à toi? First Lady. First Lady, parce qu'il fallait écrire au sujet de la femme, comme d'habitude. Hein, j'écris beaucoup au sujet de la femme. Mais il fallait écrire au sujet de la femme, c'était assez ouvert comme thématique. Et moi, j'avais mis en scène une jeune dame qui rencontre quelqu'un en France. On écrit un peu sur son histoire. Qui rencontre quelqu'un qui aide le gars à vivre, à survivre, qui prend des crédits, même pour le mec. Et à la fin, le monsieur, il a des ambitions politiques. Et quand il retourne en Afrique, il est promu. Il a des hautes responsabilités, mais finalement, il ne l'épouse pas. Donc, First Lady, elle a failli devenir cette première dame qu'elle ne devient pas finalement. On écrit un peu sur son histoire, ça ne m'a pas échappé. Oui, il faut toujours prendre un peu dans son histoire, sinon on triche, sinon ça sonne faux. On a loupé les First Lady alors. C'est pas loupé, hein. J'ai encore le temps. Alors, premier roman paru en 2011, Percée et Chimère, le thème? Percée et Chimère traite du thème de l'immigration. Un peu comme la plupart des auteurs africains vivant en Occident écrivent un peu leur histoire sur l'immigration. Donc ça traite principalement du thème de l'immigration à travers le parcours de 2 amis qui vont se faire prédire l'avenir par un charlatan qui annonce à l'une qu'elle réussira bien dans la vie et qu'à l'autre ça va être le contraire. Donc les 2 filles vont s'atteler à vivre pour faire en sorte que pour celle à qui on a prédit le mal, ça ne se passe pas comme on l'a dit, et pour celle à qui on a prédit le bien, que ce bien finalement arrive. Voilà. Et puis il y a tout un parcours initiatique d'un des personnages qui va quitter l'Afrique, comme j'ai quitté l'Afrique, qui va connaître des déboires en France, comme j'en ai connu aussi, comme nous en avons connu plus ou moins, et puis qui finalement va repartir en Afrique pour se réconcilier avec son ami et tenter de savoir ce qui avait été prédit, si finalement cela va s'accomplir. Mais on se rend compte, bon, je vais m'arrêter là parce que j'aimerais quand même qu'on lise ce texte, parce que c'est quand même mon premier récit, c'est mon premier roman. Pas très abouti, je l'admets, parce que quand on écrit
Dans les débuts d'un écrivain, on pense qu'on est attendu. On a terminé un premier jet, on l'a imprimé, on ne s'est pas relu, on n'a pas réécrit, on n'a pas encore ce recul-là sur la littérature, sur ce qu'on écrit, et on l'envoie aux éditeurs. Et quand on reçoit les premiers refus, on se dit, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose. C'est quand même Charlie Nefa, c'est le texte qui est attendu. Dans ce texte, il n'est pas abouti, je le retravaillerai, mais c'est un texte qui me tient à cœur. Et puis Naître, paru en octobre 2014 chez La Cheminante. J'ose te demander le thème. Ariel va me tuer, mais je te demande quand même. Alors, le thème, c'est la relation mère-fille. Naître traite de la relation mère-fille à travers l'histoire de Lucinda, une fille née d'une relation adultérine qui essaie de survivre en fait, avec ses blessures, avec ses frustrations, qui essaie de trouver sa place, qui ne veut pas trop ressembler à sa mère, cette femme soumise, cette femme effacée, et qui recherche une autre vie. Sauf qu'en refoulant la vie, le passé, la façon de penser de sa mère, elle va se retrouver dans des déboires qui vont faire en sorte que sa vie finalement ressemble un peu à celle de sa maman. Et donc, pour conjurer le sort, il faut aller revoir maman. Il faut discuter de cet amour défaillant, parce que quand on parle de la mère dans le roman africain surtout, waouh, c'est la femme parfaite, magnifique, qui fait tout bien, qui se lève à 4 heures, qui se couche à 4 heures, voilà. Et donc, je voulais un peu casser ces façons de penser et puiser dans ce que moi je voyais au quotidien. C'est-à-dire que dans le quartier dans lequel moi j'ai vécu au Gabon, sur 10 femmes, elles étaient 6 à élever leurs enfants seules. Elles étaient 6 à avoir fondé ce qu'on va appeler une famille recomposée. Et dès qu'on est dans une famille recomposée, souvent les enfants venus, les enfants qui sont nés avant, ne sont pas forcément acceptés, ne trouvent pas leur place. C'est un peu aussi mon histoire. Pas totalement, mais c'est un peu parce que je prends toujours quelque chose dans mon histoire et autour de cette chose, je construis la trame. Parce que j'ai besoin de tenir, vous savez, comme quand on tient une amarre. Pour tenir mon roman, il me faut prendre dans mon souvenir, dans mon enfance, dans mes blessures, dans mes fêlures. Je prends là-dedans. Et c'est avec ça que je construis le roman, le récit. Même si après, on crée des personnages, même si après, la trame n'est pas tout à fait la même, mais il me faut ça. Il me faut, c'est ma cam, c'est ma drogue. Pour paraphraser un titre, c'est ma sérotonine. Mais c'est génial parce que je sais que dans le public, il y a beaucoup d'écrivains, d'écrivaines, beaucoup d'écrivaines en herbe, beaucoup d'écrivaines accomplies. Donc, je pense que ça va vous servir, en fait, ces conseils sur la motivation et sur l'inspiration. Puis, La danse de Pilar, 3e roman, paru en 2018 chez La Cheminante toujours. Voilà, le thème. La danse de Pilar c'est un roman surtout politique. Et comme j'aime partir de l'intime pour parler du social, pour parler du général. En fait, il s'agit, au départ, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce texte, je voulais mettre en scène l'histoire d'une fratrie, 2 frères. Dans Naître, il s'agissait d'une mère et de sa fille. Dans La danse de Pilar, je voulais 2 frères. Dans le prochain roman, ça va être aussi de l'intime, pour dire l'universel. Je dois toujours procéder comme ça, parce que c'est ma façon de travailler. Et dans La danse de Pilar, ça parle d'une maman dominatrice qui gère tout, les sentiments, les actes, les pensées, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Et cette maman, elle est ce qu'on appelle cheftaine d'un groupe d'animation. Pour les personnes qui ont connu l'Afrique
noires francophones, parce que je me rappelle avoir vu ce phénomène au Togo, au Congo, au Gabon. Je ne sais pas si vous l'avez connu au Cameroun, mais il y avait des groupes de danseuses qui étaient expressément là pour chanter les louanges du chef de l'État. Et au Gabon, c'était quelque chose qui passait en boucle. C'est ce qu'on vous sert au petit déjeuner, ce qu'on vous sert au déjeuner, c'est ce qu'on vous sert au dîner. Si bien que je me souviens, lorsque j'étais jeune, je pensais que après Dieu, c'est bongo. Dans mon esprit, c'est que Dieu, d'abord, bongo, après. Ça ne pouvait pas être autrement. Et donc Pilar fait partie, Pilar est cette femme-là qui gère un groupe d'animation censé assurer la propagande du chef de l'État. Elle est aussi maîtresse du chef de l'État, comme c'était le cas des femmes qui animaient ce groupe-là. Voilà. Elle est aussi maîtresse du chef de l'État. Mais elle se dit quand même qu'à un moment, il va falloir qu'elle se case. Elle fait partie des nombreuses maîtresses, mais elle aimerait avoir son homme. Vous savez, comme toutes les féministes controversées, je suis libre, mais je veux mon mari, qui n'incarne pas le féminisme. Et donc, elle cherche son homme, elle rencontre quelqu'un aussi en quête de notoriété, Salomon. Salomon, il est tantôt rebelle, il est tantôt assujetti au pouvoir, il se cherche comme la plupart des opposants du dimanche en Afrique noire. Et donc là, ils vont construire un couple assez insolite, c'est-à-dire que Salomon lui offre le statut d'épouse, elle continue quand même d'entretenir sa relation avec le chef de l'État, et elle se dit, je t'aiderai un jour à percer. Sauf qu'il ne parvient pas à percer. Et donc, ils vont créer une famille dans laquelle les haines vont s'amonceler au fur et à mesure. Et puis, les enfants vont bien sentir aussi cette haine passée dans tous les recoins de la maison, puisque Salomon ira faire un enfant à une jeune prostituée. C'est difficile de reparler de son roman. Salomon ira faire un enfant à une jeune prostituée justement parce que sa femme elle pouvait partir de la maison pendant des jours parce qu'elle était dans les bras du chef de l'État, et dans lui aussi il va trouver une façon de tuer le temps, comme on dit en Afrique, et faire un enfant à une prostituée. Cet enfant viendra vivre dans la maison familiale qui déjà connaissait pas mal de conflits. Et donc, les deux frères vont assister à la mort de Salomon, qui est orchestrée un peu par Pilar. Et donc, c'est tout ça, c'est les haines, c'est les luttes, c'est l'amour, on s'aime mal, on se déchire. Et au final, l'un des frères va tuer l'autre. Et c'est celui qui tue son frère qui raconte l'histoire de la famille. Et le roman commence par ce meurtre-là. Ouais, ça commence comme ça. Si jamais, c'est pas un spoil, ça commence comme ça. Ouais, ça commence par j'ai tué mon frère. Donc voilà, si jamais. Elle n'a pas spoilé, mais voilà. Alors, je suis vraiment contente que tu aies fait cet exercice-là de présenter ton roman. Tes romans, c'est très généreux parce que beaucoup d'écrivains n'aiment pas faire ça justement parce qu'ils ont peur du spoil et que les gens n'aillent pas acheter les livres après. Mais ce que je pense et que je dis souvent, enfin, à mon petit niveau, c'est que quelqu'un d'autre a dit avant moi que le livre a deux auteurs, celui qui l'a écrit et ceux qui le lisent. Et que c'est peut-être bien souvent aussi de demander un tout petit peu l'interprétation de celui qui a écrit le livre pour qu'on ne s'évade pas un peu trop après lorsqu'on le reçoit. Voilà, donc on sait à peu près où on va avec Naître et on sait où on va avec la danse de Pilar. Voilà, donc il y a un certain cadre qui des fois est nécessaire, parce que moi j'ai pensé à des écrivains qui écrivent des livres qui n'en parlent pas, et puis quand ils ne sont plus là, il y a 10 000 interprétations de son livre, et puis finalement ça devient même ce qu'il n'a jamais écrit. Voilà. L'interprétation. Tout à fait. Alors, je profite de cette occasion pour vous dire que la danse de Pilar, justement, est présélectionnée pour
le prix Les Afriques 2019. Donc, voilà. On tient les pouces, hein, Charline. Voilà. Voilà. Et on va continuer. Je vais un peu donner l'organisation que Ariane m'a dictée. Donc, après la présentation de la bibliographie de Charline, on va aller à la présentation du roman Naître. Il y aura une lecture d'un extrait. Après, on va rentrer dans les thématiques du livre. Et puis, ensuite, on ira dans la présentation de la danse de Pilar, lecture d'un extrait. Et puis, on va entrer dans les thématiques. Voilà, je rends la parole. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est ça tout à fait. Enfin, je tiens d'abord à deux choses. Si jamais la personne qui a créé cet espace qui me permet aujourd'hui d'organiser, de monter, de descendre et de danser en fait devant tout le monde, c'est Agnès là. Donc remercie Agnès pour ça. Deuxièmement, et en plus, vous savez pas comment, je l'ai juste tanné pour qu'on puisse avoir Charline ici en fait. Je crois que ça fait depuis 2015, je crois, que je passe mon temps à dire mais c'est trop merveilleux ce qu'elle a écrit, s'il te plaît, essayons de l'inviter, voilà. Donc vraiment, ça c'est juste un énorme caprice et elle a répondu favorablement à ce caprice. Grand merci. Et merci aussi à... Elle a des caprices luxueux. Voilà, exactement. Et pareil, en fait, moi je l'appelle Tata Charline, ma tata personnelle. C'est comme ça que j'ai décrété. Alors, pour l'histoire, je l'ai rencontrée sur Facebook. Ça vraiment, enfin, je l'ai rencontrée d'abord à travers son roman. Voilà. Je l'ai d'abord rencontrée à travers le roman Naître. Et ensuite, j'ai passé tellement de temps, en fait, à tellement... Genre, je l'ai identifiée sur à peu près tous les posts qui parlaient d'elle. Et elle a fini par remarquer, mais il y a une fille qui est un peu trop agitée là-bas, il s'agit de qui? Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à discuter. Et puis on s'est vu au salon du livre. Et je crois qu'on est tombés dans les bras l'une de l'autre comme si on se connaissait depuis toujours. Mais c'est vrai que j'ai un peu auto-décrété que c'était devenu ma grande sœur. Enfin, je sais pas, voilà. Il y a des trucs comme ça qui se produisent. Et c'est juste à travers un livre. Donc, grand merci encore d'être là et puis de nous rencontrer. Mais, il y a aussi d'autres personnes que vous voyez autour de la table. Alors ces personnes, ça fait aussi quelques semaines que je les tanne un tout petit peu pour de venir. Enfin, je vous remercie encore infiniment. Je vais vous les présenter parce que je trouve que c'est important aussi de parler de ces lectrices. Parce que la scène littéraire, c'est pas que Agnès, moi et puis des personnes un peu nébuleuses qui existent, on ne sait pas où. Ce sont des personnes concrètes, des personnes réelles qui lisent ces livres et puis qui ont un avis, qui ont quelque chose à dire à propos de ça. Et tout au fond, là-bas de la table, il y a Jeanne Gresson, qui est une très très grande amie. Elle est née ici à Genève, la Genève multiculturelle, et puis elle a consacré ses études aux humanités. D'abord, elle a fait littérature française et anglaise et musique ancienne, et maintenant c'est histoire de l'art. Voilà, elle adore ça. Et... Donc elle est en master, en tout cas en ce moment en histoire de l'art, et puis elle est passionnée en fait par les littératures africaines et internationales, voilà, c'est ça. Voilà. Et ensuite on a Fartoun, mon cœur, Fartoun. Fartoun. Fartoun, elle nous vient de Mogadiscio, elle est née à Mogadiscio, qui est la capitale de la Somalie. J'adorais en fait quand on faisait la météo et puis qu'on disait à Mogadiscio. Pardon, c'était juste... Ouais, exactement. J'adorais juste quand il disait Mogadiscio, j'aime beaucoup ce nom. Et elle est arrivée très jeune ici en Suisse et elle y a grandi. Son domaine d'études, c'est l'éducation et la psychologie, et elle travaille aujourd'hui en tant qu'enseignante dans une école publique à Genève. Merci Fortune d'être venue. Ensuite, on a Monique. Monique qui est juste incroyable. Voilà, on a eu un coup de fil et puis j'étais là, waouh. Voilà, Monique, elle est absolument incroyable. Elle a un master en traduction qu'elle a obtenu il y a 20 ans. Ça a pas l'air, je vous jure. Voilà, moi je me suis dit, ok, d'accord. Je suis là, mais attendez, est-ce qu'il y a vraiment, les bons chiffres sont là? Oui, effectivement.
Voilà, et donc elles se sont appelées vers les ressources humaines où elles se développent pendant une dizaine d'années, genre des groupes multinationaux, puis institutions humanitaires internationales. Et ensuite, elle revient à la traduction et elle se consacre à la formation d'adultes. Elle se passionne principalement pour le développement personnel et elle se forme comme praticienne en PNL. Voilà, c'est sa programmation neuro-linguistique, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà, elle a un certificat dans le domaine, donc si jamais... donc actuellement, elle poursuit une spécialisation en traduction littéraire à l'université de Lausanne. Oui, exactement. Comme quoi, je vous jure. Voilà. Et attention, elle s'intéresse spécifiquement à la résilience sur fond de maternité. Ou comment se réinventer après un trauma et devenir la mère dont on rêve. Franchement, franchement. Voilà. On fait ce qu'on appelle le mic drop. Donc, avec raison, exactement. Et enfin, on a Awa, qui est une merveille aussi. C'est une merveille dans le monde... c'est un monde parallèle un peu qu'on a fini par se créer, on va dire. Mais enfin, d'abord, je commence par quoi? C'est une blogueuse, sûrement, certainement. C'est une blogueuse. Elle est aussi une blogueuse féministe, c'est très important. Je crois qu'on est pas mal à nous revendiquer un peu à cet aspect féministe, mais elle tient vraiment à bien le marquer. Elle vient de Mauritanie, elle est mauritanienne, elle est maman. Ça, c'est très important aussi pour sa présentation. En tout cas, c'est un concentré d'énergie et surtout de punchline, mais aux petits oignons, s'il vous plaît. Donc, merci Awa d'être là, franchement. Alors, pour l'histoire, je crois qu'elle a reçu le livre il y a genre 1 jour et demi. Et elle est tombée en amour. Elle a reçu Naître, elle est tombée en amour pour le livre. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement encore jusqu'ici. Merci à tous. Voilà, alors juste pour continuer, on va faire une petite lecture. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il y a Jeanne qui va nous lire un extrait. Elle avait un choix entre 2 extraits. Du coup, je te laisse regarder ce que je préfère et puis tu me fais cette lecture. Voilà. Merci. C'est la lecture de Naître. Exactement. Voilà. Je pense que j'ai besoin d'une musique. Voilà. Bon, alors peut-être juste préciser que moi aussi, j'ai lu le livre en une nuit et une matinée. Donc c'est un coup de foudre. J'ai beaucoup apprécié et j'ai tout de suite accepté de lire un petit passage. Par contre, il n'y a pas d'entraînement. Donc voilà. Simplement, j'hésitais entre 2 passages. Je sais pas, je pense que peut-être la plupart des gens n'ont pas lu le livre. Ou est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont lu? Quand même, ouais. Bon, du coup, ça va dépendre un peu du spoiler, pas spoiler. Bon, déjà, si on prend le titre, je pense que naître, il y a en même temps la négation d'être et le fait de naître, d'exister. Donc on sait que ça tourne autour de ça. Et j'avais pensé soit vous lire le début, où on a déjà des choses très très fortes qui sont, dont après on peut parler et qui vont revenir tout au long du livre, ou sinon... Pour moi, le moment, et c'est sujet à l'interprétation, mais le moment pour moi où la protagoniste renaît une 2e fois, plutôt sur la fin. Donc, qui veut la naissance physique du début et qui veut la renaissance. La renaissance. Voilà, exactement. On fait les trucs. Voilà. Comment suit La naissance. La renaissance. Tout le monde veut la renaissance. On fait un peu la naissance. Première, alors. La Landsgemeinde. Non. La naissance. Première possibilité, la naissance numéro 1. Oui. Qui. Vous avez ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes, je crois. Et qui veut la renaissance?
3, 4, 5, minorité. Minorité. Voilà, non, je pense que c'est...